Bonjour à tous et bienvenue sur Miles and Minds podcast. Alors on parle souvent de volume, de dénivelé, de séance, mais assez peu au final du sommeil, de respirer, ressentir, se concentrer et de la récupération en général. Aujourd'hui, on va voir comment la sophrologie, elle devient un vrai outil pour mieux courir, mieux récupérer, mieux dormir. Pour ça, j'accueille Damien Delafosse, sophrologue spécialisé donc dans la course à pied, dans le trail, mais avant tout un coureur. Avec lui aujourd'hui, on va chercher à transformer nos têtes, nos souffles, nos nuits en alliés pour nos pratiques. Damien, merci d'être, là aujourd'hui. Comment ça va? Bah, ça va et toi? Merci. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec toi ce soir. Merci de m'accueillir. Damien, alors avant d'être sophrologue, je viens de le dire, tu es avant tout coureur. Comment la course, elle est entrée dans ta vie? Alors la course, elle est rentrée dans ma vie, en 2013, et comme beaucoup en fait à cette époque-là, bah, j'étais en surpoids. J'ai entrepris de faire un régime, qui a plutôt bien fonctionné pour le coup. Ouais, Je faisais 105 kilos à l'époque, OK. et j'ai commencé à faire de la course à pied en salle sur tapis, parce qu'en même temps ça me permettait de faire d'autres choses. C'est aussi à cette époque-là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était préparation mentale notamment. OK. J'avais vu tellement de personnes autour de moi tenter des régimes sans jamais aller, au bout, parce que, bah, ça craquait. Alors je voulais mettre toutes les chances de mon côté, donc je me suis renseigné là-dessus, puis en fait, à un moment la salle de sport a fermé pour des travaux. Il était hors de question que je m'arrête, donc je me suis dit: «Bah, plutôt que de courir sur le tapis, je vais aller courir à l'extérieur». Et OK. puis, bah, là le syndrome est tombé et depuis 2013, je me suis jamais arrêté. J'ai testé un petit peu tous les formats, toutes les disciplines de l'endurance et même encore aujourd'hui, je suis plus passionné que jamais là-dedans. Et aujourd'hui, tu es plus, routard, trailer, tu fais quoi? Et bah, j'alterne, j'essaie de faire un petit peu tout. Là, j'ai fait une année de course sur, route parce que j'avais envie de retravailler un petit peu, ma vitesse. En 2026, je vais plutôt m'orienter sur du trail OK. pour passer un petit peu plus de temps à courir sans forcément regarder les chronos. Voilà, on a aussi besoin mentalement de voir d'autres choses pour pas s'épuiser. Voilà, j'ai pas encore bien défini mes objectifs 2026, mais il y a des chances que je sois un petit peu plus sur strike cette année. Et est-ce que tu te souviens d'une course, qui t'a déjà marqué, dans ta pratique? Bah, il y a plusieurs courses. Alors c'est vrai que j'ai en mémoire, le marathon de Paris 2016, Ouais, tout OK. simplement parce que c'était mon premier marathon et j'ai encore les souvenirs comme si c'était hier. C'est vrai que ça m'a marqué. J'ai toujours été passionné par cette distance, qui m'a toujours fasciné. Cette date, j'avoue, elle m'a marqué. J'ai aussi le triathlon du Mont Ventoux aussi qui m'avait OK. marqué. Ça, je crois que j'avais fait ça en 2017, je crois 2018. Heu et puis voilà, après, j'en ai fait tellement, j'avoue, j'ai pas Mmh. forcément de mais j'avoue, si je dois retenir une course, celle qui m'a le plus marqué dans ma vie, je pense que c'est le marathon de Paris 2016. C'est vraiment le rêve, mon premier rêve qui s'est concrétisé. Ah, ce qui est intéressant du coup, c'est que, ouais, tu es vraiment un touche à tout. Tu parles de trail, de route, là, de triathlon. En plus, donc tu nous dis qu'à la base, tu étais en surpoids. Du coup, est-ce que tu penses que cet intérêt aussi pour la préparation mentale, elle est venue, de ce déclic-là personnel ou justement c'était quelque chose que tu avais déjà avant? Bah, allez, le déclic, en fait, il est venu vraiment de cette perte de poids, hein, tout simplement, au moment où je me suis dit, voilà, j'ai eu le déclic, le fameux déclic qui m'a dit: «Non, il faut que je fasse quelque chose, c'est maintenant ou jamais». Et j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté et cette perte de poids, ce régime m'a fait découvrir la préparation mentale, m'a fait découvrir, le sport d'endurance, m'a poussé à aller toujours un petit peu plus loin et voilà, de fil en aiguille, la préparation mentale m'a emmené vers la sophrologie. OK. La sophrologie m'a emmené vers la spécialisation dans les troubles du sommeil. Voilà, tout ça, c'est un chemin de vie qui a démarré en 2013 à partir de mon régime et qui m'a jamais quitté jusqu'aujourd'hui où j'apprends toujours et encore chaque jour. OK. Et donc aujourd'hui, donc on va parler de sophrologie pour, les athlètes d'endurance, mais plus particulièrement les coureurs. Concrètement, qu'est-ce que c'est la sophrologie et qu'est-ce que ça signifie exactement, pour un pratiquant? Alors la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, qui agit aussi bien sur le corps que sur le mental. Tout simplement parce qu'en fait les 2 sont liés. On sait tous que c'est le cerveau qui dirige le corps, hein. C'est par les impulsions, électriques, c'est le cerveau qui découle de tout. Donc la sophrologie en fait ça va amener à une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de ses sensations, une meilleure écoute de son corps. C'est déjà la base. C'est vrai que la sophrologie, quand on l'évoque un petit peu partout, on a toujours tendance que c'est
une méthode anti-stress parmi tant d'autres. Ouais. Mais la base de la sophrologie, c'est vraiment la connaissance du corps, ressentir ce qui se passe à l'instant T dans le corps pour adopter, après utiliser des bonnes techniques pour pouvoir répondre à un besoin, répondre à un état corporel. Et derrière, on va agrémenter ça de différentes techniques et donc, la respiration, la décontraction musculaire, la visualisation, l'ancrage. Voilà, après c'est des outils qui sont intégrés dedans, mais la sophrologie, c'est vraiment le lien entre le corps et l'esprit et vraiment la connaissance profonde du corps et de ses besoins. OK, donc d'où ce lien aussi avec la préparation, mentale. Bien sûr, parce que la sophrologie, on peut même dire que c'est une forme de préparation mentale, différente de celle qu'on va lire un petit peu partout. Mais par la sophrologie, en fait, c'est ouais, on peut considérer ça pleinement comme de la préparation mentale parce que ça agit très, très bien dessus et voilà, ça permet de retrouver de la clarté mentale, de comprendre ce qui se passe, d'accepter ses émotions pour mieux les gérer et tout ça, bah, c'est ce qu'on retrouve en course au final. Ouais. Donc on l'a pas encore dit, mais tu bosses aussi comme expert pour, Campus Coach. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment, cette connexion elle s'est faite et est-ce que tu suis des athlètes? Comment ça se passe, ce travail? Alors Campus Coach, bah, ça a démarré assez récemment en septembre 2025. Un petit message sur LinkedIn, au fondateur Nicolas Smith alias Running Addict, pour proposer mes services, surtout ma vision. Au Mmh. début, c'était pas forcément, pour travailler avec Campus en soi, c'était juste surtout pour essayer d'échanger autour de ma vision des choses, de la course à pied, de la récupération et cetera. Puis ça a tout de suite matché. Il m'a mis en relation avec son équipe au niveau de Campus. Et puis rapidement, on a décidé d'entrer en collaboration et de m'intégrer au niveau de l'équipe d'experts, au niveau surtout de la communauté, Campus. Et là, au jour d'aujourd'hui, ouais, je suis des athlètes qui sont des campusiens, mais qui viennent me voir plutôt de manière individuelle. C'est-à-dire que, il y a mon travail au sein de Campus où communauté, je vais donner je vais créer des posts, je vais faire des webinaires, je vais, répondre à des questions, spécifiques sur le forum, enfin sur la communauté, par rapport aux problématiques et OK. derrière, il y a des personnes qui ont des besoins beaucoup plus spécifiques et là, ils vont passer sur des accompagnements individuels parce que c'est ce qui reste quand même le plus efficace. Donc il y a le travail campus et après il y a tout ce qui découle derrière, au niveau des suivis individuels. Campus, c'est ailleurs, hein, parce que, c'est mon métier à plein temps, hein, donc je Mmh. suis des personnes de partout, pour toute problématique. Plus voilà, c'est vraiment un travail de la communauté, OK. de l'application. Ouais, donc ce que je trouve intéressant avec la sophrologie en plus, c'est que, bah, comme tu l'as dit, ça regroupe, plein d'outils différents. On va pouvoir, les aborder, aujourd'hui, je pense au sommeil, donc à la respiration, tout ça, à la conscience aussi. Hem, la respiration, c'est quelque chose qui est donc, central en sophrologie quand même, si je me trompe pas. Ouais. Est-ce que respirer, déjà tu trouves que c'est quelque chose qui est sous-estimé, la manière dont on respire en course à pied et est-ce que ça peut se travailler comme une séance? Ah, totalement, Ouais. totalement. La respiration, c'est peut-être l'outil aujourd'hui qui est le plus sous-estimé sur la terre, clairement. La respiration, en fait, on a simplement l'impression que c'est juste quelque chose qui est vital. On respire pour vivre et c'est tout. Mais en fait, c'est bien plus profond que ça. Mmh. La respiration, c'est le reflet du corps humain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui va être stressé ou qui va faire du sport, qui va être en activité, la respiration va s'accélérer, va s'adapter, au rythme du corps. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on peut aussi faire l'inverse. Ouais. Comme la respiration, c'est central au niveau du corps, bah, si on est stressé, si on est essoufflé parce qu'on a couru trop vite, par exemple, bah, le fait de réguler sa respiration, le fait de calmer sa respiration, bah, en fait, il y a tout le reste du corps qui va suivre. En fait, on a l'impression que la respiration agit en réaction, alors qu'en fait, c'est juste le point central. Et si on arrive à maîtriser sa respiration, bah, c'est maîtriser également tout ce qui se passe dans le reste du corps. Et ça, c'est incroyable. Et bien sûr, ça se travaille. La plupart des personnes qui viennent me voir la première fois, ils savent pas respirer. Ils Mmh. respirent avec le thorax, ils ont aucune notion de la respiration abdominale et à partir du moment où ils vont commencer à travailler, à apprendre à utiliser les différentes zones, il y a différents temps de respiration qu'on peut utiliser pour calmer ou plutôt pour dynamiser. À partir du moment où on apprend à comprendre, ce qu'est la respiration, ce qu'elle peut apporter et qu'on apprend à la maîtriser, ça a des bénéfices dans toutes les parties de la vie, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail, dans la qualité du sommeil, c'est vraiment un point central qu'il faut maîtriser. Ouais, donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la respiration, elle a un rôle, qui est évident en fait moi auquel je pense en premier c'est avant la course, mais en fait aussi pendant la course. Donc, par Bien sûr, exemple, je dis n'importe quoi, mais si on a un départ trop rapide, en fait, on peut aussi,
bah, se recalmer, regérer tout ça avec le souffle, quoi? Ah bah, bien sûr, si on part trop vite, par exemple, on va forcément avoir le cardio qui va augmenter, donc la respiration va suivre. Dès qu'on s'aperçoit qu'on est parti trop vite, forcément, on va ralentir un petit peu et là, on peut directement agir grâce à sa respiration. On va prendre une inspiration qui va être un petit peu plus brève, mais derrière, on va souffler le plus longtemps possible. Il faut savoir que, bah, c'est physiologiquement, quand on inspire, le rythme cardiaque augmente, quand on expire, le rythme cardiaque descend. Donc à Mmh. partir du moment où on va expirer plus longtemps qu'on inspire, eh ben, on va baisser le rythme cardiaque parce que c'est l'ordre qu'on va lui donner. Donc même en course, si on part trop vite, bah, apprendre à respirer, prendre conscience de sa respiration, agir sur son corps par la respiration, ben, on va réussir à retrouver un rythme cardiaque, un souffle et puis un rythme régulier beaucoup plus rapidement que si on laisse simplement se faire Ouais. en ralentissant. Ça suffit pas et on peut accélérer le processus. Et est-ce que tu peux, nous proposer un exercice un peu simple que les auditeurs pourraient retester, par eux-mêmes, lié à cette respiration justement? À l'arrêt ou pendant qu'on court, par exemple? Disons à l'arrêt. Bah, à l'arrêt, on va parler, bah, l'exercice le plus connu aujourd'hui, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, on a l'impression maintenant que c'est bullshit parce qu'on a tellement entendu parler que, Ouais. mais malgré tout, ça reste une des méthodes, les plus répandues aujourd'hui, dans le monde et les plus efficaces. Et la cohérence cardiaque, il suffit simplement, d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes. Et ça pendant 5 minutes minimum. C'est pas plus compliqué que ça. Donc après le secret pour que ça marche, il faut avoir quand même un temps de transition. C'est-à-dire qu'il y a Mmh. beaucoup de personnes qui veulent dire: «Je fais de la cohérence cardiaque, je suis actif, je travaille, tout d'un coup, je me pose, je ferme les yeux et je compte». Bon, pour que ce soit vraiment efficace, on prend d'abord le temps de se poser, de ressentir sa respiration, de la réguler, de la calmer, éventuellement d'installer une respiration abdominale et après on commence tranquillement à compter. Voilà, sur 5 secondes, elle inspire, 5 secondes, elle expire pendant 5 minutes et là, on fait un espèce de reset mental. On laisse le corps se reposer, on a un niveau de stress qui descend et c'est hyper simple et ça fait, 2 à 3 fois par jour, ça peut déjà avoir des bénéfices énormes. OK. Et après et à savoir que la cohérence cardiaque, il y a 2 manières de l'utiliser. Les dernières études montrent que maintenant, on conseillerait plus de faire de la cohérence cardiaque une fois par jour pendant 15 à 20 minutes, sur des respirations de 4 temps d'inspire et 6 temps d'expire. Moi, personnellement, je continue à l'enseigner, en 5-5, 3 fois par jour parce que c'est tout simplement Mmh. plus facile à intégrer. N'importe qui vient me voir, au début, je leur dis: «Bah, tu t'arrêtes, tous les jours pendant, 15 minutes pour respirer», Mmh. j'ai pas le temps. 3 fois 5 minutes, c'est beaucoup plus Ouais. ludique, beaucoup plus simple à Ouais. intégrer et c'est tout aussi efficace pour le coup parce que ça change pas grand chose. C'est intéressant parce que pour le coup, je pense que la respiration, c'est personnellement un point enfin auquel je ne suis pas assez formé et par exemple la cohérence cardiaque, pour moi, il y avait aussi un temps, entre l'inspiration et l'expiration où on retient un petit peu justement pendant un certain temps, du coup pas du tout? Bah, pas la cohérence cardiaque. Après, il y a des respirations, il y en a beaucoup, hein. Ouais. La respiration apaisante, comme je l'enseigne, c'est, 4 temps d'inspiration et 8 temps d'expiration. Genre, pour revenir tout à l'heure à ce que je parlais sur l'augmentation du rythme cardiaque, bah, quand on expire 2 fois plus de temps qu'on inspire et ben, forcément, le rythme cardiaque, il va diminuer parce qu'on lui accorde plus de temps. Il y a la respiration triangle, il y a la Mmh. respiration carré, il y a énormément de respirations qui ont chacune leur intérêt, qui ont chacune, leur spécificité. Mais en tout cas, la cohérence cardiaque, il y a pas de rétention d'air. La rétention d'air, on est sur l'inspire et l'expire. Voilà, le but, c'est de faire rentrer, le fait d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur le même temps, bah, ça fait rentrer le rythme cardiaque et la respiration en cohérence. Voilà, OK. au lieu que le cœur passe son temps à faire des zigzags, bah, petit à petit, bah, en fait, il va se réguler, puis il va suivre le rythme de la respiration parce que tout est régulier et tout va sur le même rythme. Et du coup, tu nous disais, il existe aussi des exercices, en course? Ouais, quand on veut travailler le souffle, on peut caler par exemple le souffle sur les pas, en fonction de sa capacité respiratoire. On inspire sur 3 pas, sur 3 foulées, on Ouais. expire sur 3 foulées. Moi, je préfère sur 4 parce que, bah, maintenant je maîtrise quand même pas mal le sujet et que Mmh. 3 c'est un petit peu court, mais on peut s'entraîner à respirer de manière hyper régulière en calant la respiration sur les pas, par exemple. C'est quelque chose qui est vachement, utile, hein. Il y a beaucoup d'athlètes que j'accompagne où je conseille, bah, voilà, et quand on a tendance à s'ennuyer sur les endurances fondamentales, par exemple, bah, connecte-toi, toutes les 5 minutes, tu te connectes à ta respiration, tu la compares par rapport à ton rythme cardiaque et tu essaies de calmer ton rythme cardiaque, sans changer d'allure. Mmh. Et ben, tu essayes de calmer ton rythme, cardiaque juste en adaptant ta respiration. Et puis finalement, ils s'aperçoivent que, bah, ouais, en fait, ça marche, quoi. Juste Mmh. le fait de respirer plus calmement, par la bouche avec des expirations un peu plus longues, un peu plus maîtrisées, ben, en fait, ils perdent tout de suite, 2-3, pulsations, juste grâce au souffle.
Ouais, donc c'est un bon moyen aussi de faire un double entraînement quoi, à la fois Bien sûr. travailler, l'endurance fondamentale et Ouais, ça rend ludique, comme on peut faire un travail de foulée, bon, on peut faire un travail de respiration, un travail de souffle, pendant les endurances fondamentales, c'est complètement, et même pendant les fractionnés à l'arrière, hein. Pendant qu'on récupère entre 2 fractions, et ben, on s'intéresse au souffle et puis on essaye justement d'adopter une respiration beaucoup plus lente, beaucoup plus calme. On va récupérer beaucoup plus vite et on repartira plus frais sur la prochaine fraction, hein. mmh. En sophrologie, il y a aussi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de conscience, corporelle. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu enseignes? C'est quelque chose que tu pratiques? Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai présenté la sophrologie. La conscience du corps, c'est la base de la sophrologie, Mmh, parce qu'à chaque fois qu'on va pratiquer quoi que ce soit, là, on parle de course à pied, mais en fait, c'est de la conscience corporelle. Avoir conscience de son rythme cardiaque, avoir ouais. conscience de son souffle, avoir conscience, de l'impact au sol. Plus on est connecté à son corps, plus on est connecté également à ses émotions parce que ça va avec et plus derrière on peut adopter le meilleur comportement possible, que ce soit par de la respiration, que ce soit par d'autres, exercices de décontraction musculaire ou autre. C'est la connexion et l'écoute du corps qui nous fait avoir les bonnes actions et les bonnes réactions au bon moment. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que, ce qu'on peut entendre aussi souvent dans le trail, c'est qu'il faut, pas trop s'écouter, il faut, pousser plus loin. Est-ce que tu penses que justement, avoir cette conscience corporelle-là, ça peut amener plus rapidement à abandonner, même si j'ai déjà un peu la réponse? Ou au contraire, avoir conscience, mais aussi travailler un petit peu mentalement, sur ça? Bah, oui et non, c'est-à-dire que, effectivement, quand on parle d'écouter son corps, on a toujours tendance à dire: «Ah non, je vais être, dès que ça va me faire mal, je vais abandonner». C'est plus subtil que ça, c'est-à-dire que, si on aborde le sujet comme ça tout de suite et que personne ne la travaille, oui, ça peut être un risque. Mais quelqu'un qui a une vraie démarche d'apprendre à réellement écouter son corps, et ben, en fait, il apprend à aussi apprivoiser la douleur et avec le temps, on arrive à avoir conscience quand est-ce qu'on peut pousser ou quand est-ce que, une douleur arrive et que c'est source de blessure? Mmh. Là, aujourd'hui, ça fait des années que je me suis pas blessé et pourtant, j'ai toujours été, sur la rupture, à toujours essayer d'optimiser l'entraînement, mais parce que maintenant j'arrive à reconnaître qu'est-ce que c'est qu'une simple tension, qu'est-ce que c'est qu'une vraie douleur, qu'est-ce que c'est qu'une inflammation, parce que ça envoie pas du tout les mêmes signes, quand au niveau du corps et après, en fait, avec le temps, on apprend à reconnaître tous ces signes-là et c'est ce qui nous permet, d'adopter nos réactions. Alors oui, des fois, il faut abandonner parce que, bah, il y a une grosse blessure et il faut pas non plus pousser loin. Et il y a des fois, on se rend compte que non, en fait, c'est une tension qui est juste normale à ce niveau-là de la course. Donc, en fait, je peux aller plus loin. Oui, c'est pas une douleur qui va m'emmener à devoir m'arrêter. C'est une douleur c'est mon corps qui me crie qu'il est en train de souffrir et c'est le cas. Donc voilà, en fait, on apprend à être beaucoup plus subtil sur les ressentis pour savoir si c'est dangereux, s'il faut s'arrêter ou si on peut continuer, forcer. Ouais, donc au final, c'est fou, en fait, il y a un vrai lien avec, les blessures et être vraiment à l'écoute, de Ah son ben corps à bien ce sûr, moment-là, ouais. quelqu'un qui se blesse généralement et c'est toujours c'est quasiment systématiquement un manque d'écoute du corps. Le corps, il envoie toujours des signes. C'est sûr que c'est surtout que généralement, on veut pas les écouter parce qu'on veut pas Mmh. s'arrêter, parce qu'on veut pas ralentir. Donc on a toujours l'impression que ça va passer, alors que par moment, bah, si on écoute les signes du corps, il suffit juste de lever le pied des fois 2, 3 jours, faire des exercices un petit peu spécifiques, se crémer, pourquoi pas aller voir un kiné et puis ça passe et on repart. Mais à vouloir, ne pas écouter les signes du corps, on pousse et puis c'est ça qui tourne à la blessure. Aujourd'hui, je pense qu'il y a au moins 80-90 des blessures qui sont évitables, si on s'arrête, au bon moment et qu'on adopte les bonnes réactions derrière. Et un autre point que je trouve passionnant, toujours lié, à l'esprit, c'est la visualisation. Il y a quelques semaines, il y avait Sam Côté sur le podcast, donc un triathlète, extrême. Il nous racontait comment avant chaque course, il visualisait, sa course, tout ce qui pouvait mal se passer et qu'en fait, ça l'aidait vraiment dans sa pratique et le jour J, comment tu l'utilises, toi, cette visualisation? Bah, la visualisation, ça fait partie un petit peu du point central de la sophrologie. C'est que oui, il y a le côté écoute du corps, des contractions, mais chaque séance de sophrologie, généralement, se finit par une séance de visualisation. Alors, il y a différents types de visualisation. Il y a des ancrages simples à base de mots, à base de sensations. Mais quand on parle de compétition sportive, effectivement, on va aller approcher des situations, et là, moi, je l'utilise de différentes manières. C'est-à-dire que quand j'accompagne un athlète, je vais généralement commencer par, me servir du passé. C'est-à-dire, on va réactiver la confiance par des réussites passées.
jusqu'à ressentir et éventuellement OK. ancrer la confiance dans des signes et cetera et après derrière, on va pouvoir se projeter grâce à ça, dans la future compétition avec une confiance, qui est stimulée et là, on va pouvoir approcher, différentes problématiques et c'est ça qui est important dans la visualisation. C'est qu'on a toujours l'impression que quand on parle de visualisation, qu'on va aller chercher, une compétition et voir qu'on va la réussir, voir que tout va bien se passer. Bon, hein, pour encore une fois stimuler la confiance. Mmh. Mais ce qui est le plus intéressant et c'est là où j'aime bien l'utiliser, c'est que ça permet aussi d'aller anticiper certaines choses. Voilà, Mmh. quand on va faire un marathon, typiquement, et ben, on va aller, approcher le mur. Voilà, se dire: «OK, bah, potentiellement au 30e, je peux me prendre le mur, mais si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais devoir, me dire comme phrase pour rester mobilisé? Quelle attitude je vais devoir adopter?» C'est pareil pour un ultra. On sait qu'à un moment ou à un autre, dans un ultra ou dans un trail, on va avoir mal aux jambes. C'est évident Obligatoire. que, bah, ça permet d'anticiper, voilà, savoir, bah, qu'est-ce que je fais? Si j'ai mal aux jambes en descente, comment je me comporte? Mal au ventre parce que j'ai un jet qui est pas passé, comment je me comporte? En fait, ça permet d'aller approcher certaines situations problématiques pour programmer presque une solution et si ça arrive en course, et ben, on est moins surpris, on sait exactement quoi faire. Ça permet de garder de la lucidité et d'aller au bout beaucoup plus facilement. Ouais, donc c'est limite répéter, la course avant de la faire et C'est prévenir. exactement ça, c'est vivre la course avant même qu'elle arrive. Voilà, se préparer à différentes situations, tout anticiper pour être prêt à tout affronter le jour J. En trail, en plus, il y a un peu cette idée, dans toute la pratique, mais notamment en trail, en ultra, traverser, des hauts et des bas, hein, selon, Mmh. bah, s'il fait nuit, s'il fait jour, où est-ce qu'on en est dans la course. Tout ça, ça permet aussi de rester, peut-être stable mentalement et justement jouer, voilà, sur, le mental pendant la course et gérer ça. C'est un plus. Après, on sait tous que c'est bien plus compliqué que ça. C'est C'est pas le sûr. fait de faire de la visualisation qui va tout changer, hein, mais en soi, ça donne un plus parce que, bah, quand on le fait régulièrement, quand on s'y prend relativement, enfin, assez tôt, bien à l'avance, on attend vraiment de le travailler. Voilà, c'est comme si on avait des réactions qui étaient programmées à l'avance au fur et à mesure des situations et du coup, tout est beaucoup plus rapide. Après, on peut pas non plus tout anticiper et puis, bah, il y a les Mmh. imprévus qu'on n'a pas programmés et puis, par conséquent, on est un petit peu perdu puis ça peut nous déstabiliser. Mais de manière générale, quand on s'y prend bien en amont, qu'on fait les choses sérieusement, bah, on augmente ses chances de réussite parce que, on sait exactement quoi faire au bon moment et on est prêt à tout affronter. Quand j'ai annoncé ta venue sur le podcast, tout de suite, on m'a énormément parlé de sommeil, forcément. Je pense qu'on en parlait, avant l'interview, mais c'est un sujet qui intéresse, qui passionne et je pense où on veut tous, bah, pa s'intéresser, on veut tous s'améliorer. On parle souvent de dénivelé, de VMA et cetera, mais plus rarement de sommeil. Pourquoi c'est une erreur, en fait, de pas parler de sommeil quand on est sportif? Ah, tout simplement parce que c'est pendant le sommeil que tout se passe. On peut s'entraîner autant qu'on veut, on peut s'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine. En fait, l'entraînement va créer des adaptations physiologiques et le corps, en fait, va tout encaisser, va tout assimiler la nuit pendant qu'on dort. C'est pendant qu'on dort la nuit que le corps va se réparer, se régénérer, mais également se consolider pour devenir plus fort. La gestion émotionnelle se passe la nuit, la régulation du système hormonal, voilà, le corps, en fait, là, le faut prendre conscience que la journée, le corps est trop occupé, pour s'occuper de tout ça justement, par le sport, par le travail, par la famille. Le corps, il est en action et la nuit, quand le corps justement est au repos et le cerveau, au ralenti, c'est là où, bah, le chantier démarre, Mmh. où tout va se passer. Consolidation, la mémorisation de tout ce qu'on a fait, quand on parle de course à pied, bah, la mémorisation de l'effort, la mémorisation, des gammes techniques, par exemple. Tout ça, ça se fait la nuit, mais surtout le gros travail de régénération. Et si on veut toujours aller plus loin, toujours faire plus d'entraînement, mais qu'à côté de ça, on laisse pas assez de temps encore pour se réparer et assimiler l'entraînement, en fait, il y a toute une partie de l'entraînement qui passe à la trappe. Et puis, bah, plus ça va, plus on s'épuise et plus on s'expose aux blessures. Donc, aujourd'hui, le sommeil, en tout cas pour moi, c'est un des leviers principaux de progression. Souvent, on a même plus d'intérêt à d'abord essayer d'améliorer sa récupération, améliorer son sommeil, plutôt que de vouloir ajouter une séance ou Ouais. de faire quelque chose de plus, quoi. OK, ouais, donc en fait, raccourcir le sommeil, c'est raccourcir ce délai d'assimilation et donc ouais, directement s'exposer, aux blessures. Totalement, totalement. Bon, quand on dort pas assez, en fait, on laisse pas assez le temps au corps de se recharger, d'assimiler, et puis aussi bien sur le côté, physique que le côté émotionnel, hein.
partie de nuit, pendant le sommeil profond, on est vraiment dans la régénération, dans la réparation, mécanique du corps. Mais par contre, quand on est sur la fin de nuit, dans le sommeil paradoxal, là, on est vraiment dans la gestion émotionnelle, dans tout donc voilà, c'est en gros, au début, c'est le reset du corps et en fin de nuit, c'est le reset du mental et si Mmh. on n'a pas une nuit complète, en fait, il y a forcément un endroit qui est tronqué et on part le lendemain avec un déficit, on peut plus on a moins de capacité, d'assimilation derrière. Au niveau du temps de sommeil, c'est quoi, l ce que tu recommandes? Alors justement, ça fait partie des débats. C'est qu'aujourd'hui, on lit partout, les fameuses 8 heures de sommeil. En Mmh. fait, c'est bien plus complexe que ça. La vraie fourchette, elle se trouve entre 6 heures et 10 heures. Quand on parle OK. de 8 heures de sommeil, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'un adulte va dormir environ entre 4 et 6 cycles du sommeil. Donc quand on prend, une moyenne, bah, un adulte qui va dormir, 5 cycles du sommeil d'1 heure et demie, ça donne 7h30. Sachant que derrière on rajoute, 20 minutes d'endormissement, des micro-réveils pendant la nuit, enfin des cycles de latence, on arrive à 8 heures. Mmh. Donc là, on arrive dans une moyenne générale. Mais en fait, le sommeil, c'est pas une réponse unique et c'est individualisé. Il y a des personnes qui dorment 7 heures par nuit et si c'est un sommeil de qualité, ça leur suffit amplement. Puis Ouais. des personnes à 8 heures, ça suffit pas, ils sont obligés de dormir 9 heures. Donc en fait, il y a pas vraiment de temps idéal. Moi, je recommande pas de temps. À chaque fois que j'accompagne quelqu'un pour améliorer la qualité du sommeil, la je pose la question au début pour savoir où on en est, mais je vais d'abord travailler sur améliorer la qualité du sommeil. Parce que c'est ça qui compte le plus, en fait. D'avoir des cycles réguliers, d'avoir des phases de sommeil bien réparties avec suffisamment de sommeil profond, suffisamment de sommeil paradoxal, pas beaucoup de réveils nocturnes. Voilà. Si la qualité de sommeil est là, la quantité, en fait, elle s'adapte juste à ça. Et quels sont les plus gros points, qui peuvent jouer justement sur notre qualité du sommeil? Est-ce que c'est les écrans, le fait de, par exemple, s'entraîner le soir, manger trop? Il y a énormément de paramètres, tout a une importance. Les principaux perturbateurs du sommeil aujourd'hui, il y a l'excès de stress, le surmenage qu'on accumule tout au long de la journée. Voilà, ça déséquilibre complètement le système hormonal. Résultat, on arrive le soir avec un taux de cortisol qui est au taquet, le corps qui a du mal à fabriquer de la mélatonine, qui a Mmh. du mal à se rééquilibrer. Donc à partir de ce moment-là, c'est dur de trouver le sommeil et d'avoir un sommeil de qualité. On a aussi des pensées, la gestion des pensées, mais qui est souvent aussi un niveau de stress. Quand on est dans le lit puis qu'on rumine, on l'a tous vécu, c'est hyper compliqué de trouver le sommeil. Mais effectivement, les séances du soir, surtout les séances intenses, ça perturbe le sommeil. Parce qu'en fait, on va complètement à l'encontre de ce que le corps a besoin pour se mettre au repos. Il y a un corps qui se met en mode repos-sommeil, c'est le rythme cardiaque qui diminue, c'est la température du corps. Oui, c'est la tension artérielle qui diminue, c'est les hormones d'éveil comme le cortisol ou l'adrénaline qui va diminuer et de l'autre côté, la mélatonine et d'autres hormones qui vont être sécrétées pour le sommeil. Quand on court le soir la température du corps augmente, le Mmh. cortisol augmente, le rythme cardiaque également. Forcément, en fait, quand on entame un schéma qui est, opposé à ce que le corps a besoin, ça perturbe le sommeil. Donc après derrière, ça oblige à entamer un processus encore plus précis pour accélérer, le rééquilibrage hormonal et puis, la mise au repos, au sommeil du corps. J'ai souvent lu que ce qui pouvait être intéressant, c'était, d'avoir les mêmes heures de coucher et de lever. C'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place dans ma routine, par exemple faire 22:30, 6:30. Est-ce que c'est vrai? Alors ça peut, c'est effectivement le fait de se coucher à heure régulière, c'est hyper intéressant, à une condition, c'est qu'on respecte son chronotype. C'est-à-dire qu'on a tous un chronotype, une horloge biologique, là, il y a des personnes qui sont plutôt, couche tôt, lève tôt, d'autres Mmh. qui sont plutôt couche tard, lève tard. Donc si on essaie de se coucher, par exemple, à 22 heures, mais qu'on est en chronotype, loup et que, en fait, on n'est pas fatigué avant minuit, et là, c'est délétère pour le coup. Parce qu'en Mmh. fait, on se couche à un moment où, qui nous correspond pas et on peut faire tout ce qu'on veut, on n'y arrivera jamais. Donc, à partir du moment où on a défini son chronotype, on sait à peu près à quelle heure on doit s'endormir. Là, oui, effectivement, c'est intéressant de se coucher à heure régulière, mais pas forcément à heure fixe. C'est-à-dire que si on se dit, le mieux autour de 22h30, à 22h30, c'est pas forcément l'heure fatidique. Il y a ce qu'on appelle la pression du sommeil. Je sais pas si tu veux qu'on en parle un petit peu parce Ouais, que bien c'est super sûr. intéressant. En fait, il faut savoir que quand on se réveille le matin, à partir du moment où on est éveillé, le cerveau sécrète, un neurotransmetteur qui s'appelle l'adénosine et OK. l'adénosine, en fait, on l'appelle aussi la pression du sommeil. Chaque minute éveillée,
on a de l'adénosine qui s'accumule. En fait, ça fait monter la pression du sommeil. Et quand on a suffisamment de pression, c'est ça qui crée l'endormissement. OK. Donc, en fonction de l'heure où on s'est levé le matin, bah, la pression va pas être la même et au final, si on va se coucher trop tôt et qu'on n'a pas suffisamment de pression, c'est ça qui va faire qu'on va se coucher, qu'on va commencer à ruminer et ça va être plus délétère qu'autre chose. Mmh. Donc oui, se dire: «On va, aux alentours de 22:30», mais si, à 22:30 on n'est pas fatigué, qu'on n'a pas de signe d'endormissement, ça sert à rien d'y aller. Parce que Ouais. peut-être qu'à 22:45, on va commencer à sentir qu'on pique du nez, on va un peu plus bâiller. OK, là, c'est le signe que c'est le moment de s'endormir et là, on va au lit. Donc ça reste une heure régulière, mais pas forcément une heure fixe. Faut pas être trop non plus rigide parce qu'il faut quand même écouter les signaux du corps. OK. Et pour les personnes qui, ont de mauvaises habitudes au niveau du sommeil, depuis des années, dues au travail ou quoi que ce soit, je pense à par exemple, si on est à 5 heures, par nuit, depuis des années, comment on se réapproprie un peu ce sommeil-là? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une habitude, qui se crée? Bah, bien sûr, et de toute façon, faut savoir que l'être humain, il est fait pour dormir, hein. Mmh. D'ailleurs, c'est même pas l'être humain, c'est des êtres vivants. Aujourd'hui, il y a tout qui dort, hein. Les animaux dorment, même la végétation, hein, eux, c'est plutôt par saison, mais pour le coup, voilà, tout être vivant a besoin de son taux de sommeil pour avoir un bon équilibre et pour pouvoir vivre. Donc même si quelqu'un dort seulement 5 heures depuis des années, ça ne veut pas dire que c'est fichu. Il faut juste bah, pour le coup, se faire accompagner, comprendre les mécanismes du sommeil, comprendre son processus, comprendre les perturbateurs, comprendre les leviers qu'on peut activer pour améliorer la qualité du sommeil et petit à petit, en faisant les bonnes choses au bon moment et ben, en fait, on arrive à rééquilibrer, à retrouver un sommeil réparateur et là, la vie, elle change, hein. Mmh. Souvent, pareil, dans la course à pied, on parle souvent de cette fameuse nuit juste avant la course où c'est Ouais. impossible de trouver le sommeil, où on peut faire, même une nuit blanche pour certains. À quel point cette nuit-là, elle est importante pour, la course? Est-ce qu'elle a un vrai impact? Bah, elle est pas importante. C'est justement ça qu'il faut comprendre. C'est que si on prend soin de son sommeil au quotidien, pour que c'est au cœur de nos préoccupations et qu'à longueur de temps, on dort bien, et ben, même si on loupe une nuit, en fait, et ben, c'est pas grave. Mmh. C'est comme si on allait capitaliser un petit peu de sommeil et après le lendemain, au niveau de la course, avec la sécrétion de cortisol, avec l'adrénaline, avec l'enjeu, en fait, on verra même pas la différence, quoi. OK. Donc il faut justement lâcher prise avec ce type de croyance comme quoi une nuit, c'est une catastrophe. Non, si on dort bien tout le temps, ben, si on loupe une nuit, surtout en veille de course, ça nous arrive à tous, ça n'a aucune conséquence. Après derrière, c'est l'enjeu, c'est toutes les hormones de l'éveil et puis, toute Mmh. l'adrénaline qu'on va sécréter qui va nous tenir debout et qui va faire qu'on va même pas sentir qu'on a une nuit courte, hein. Donc, faut même pas s'inquiéter sur le sujet, en fait. Ouais, donc ce qui importe, c'est vraiment le travail fait dans les semaines précédentes, quoi. Exactement, c'est que généralement bien tout le temps, une mauvaise nuit, ça n'a aucun impact. Il y a aucun problème. Donc, vraiment, c'est tout ce qu'on fait au quotidien qui compte et pas forcément, une nuit par-ci par-là. Et comment tu expliques que dans une préparation, sportive, on peut avoir parfois du mal à trouver le sommeil malgré une forte fatigue physique? Et c'est au niveau du déséquilibre hormonal. Quand on alors ça peut aussi des fois cacher justement un surentraînement. C'est pour ça, ça fait partie du signe d'ailleurs des surentraînements. Dès qu'on commence à avoir un sommeil perturbé malgré, l'activité physique, bah, ça peut traduire qu'on est en surentraînement et que, le corps en fait est en souffrance, hein, directement. Quand on va courir en fait, on sécrète tout un tas d'hormones, qui peuvent être bénéfiques, hein. Tout ce qui est dopamine, sérotonine, ça a des bénéfices. Mais après derrière en fait, le corps, il souffre tellement, sécrète tellement de cortisol, d'adrénaline et surtout qu'il y a généralement pas que ça. Mmh. C'est qu'il y a la course à pied, mais généralement après il y a aussi les enfants, il y a la famille, il y a le travail et en fait tout ça, en fait, ça crée un déséquilibre total et quand le corps est en souffrance, qu'il n'arrive plus à gérer là tout ce flot permanent d'hormones excitantes, arrivé le soir, en fait, il y a pas suffisamment de temps pour retrouver l'équilibre et ça perturbe le sommeil. Donc au Ouais. contraire, il faut prendre ça comme un signe d'alerte à partir du moment où on s'entraîne, 4, 5, 6, même, enfin 10 heures, même plus, hein, mais que malgré ça, on n'arrive pas à se trouver le sommeil le soir. Là, c'est un signe d'un gros déséquilibre. Il faut se poser les bonnes questions et c'est souvent un signe qu'on en fait trop et qu'il faut retrouver cet équilibre parce qu'on on va pas Ouais. durer longtemps comme ça. Ouais, il y a autre chose à régler derrière. Exactement. Alors, je te propose de faire un vrai ou faux. Je te lance des affirmations, tu réponds vrai ou faux, on a 1 minute et puis tu as le droit d'expliquer vite quand même. Let's go. Dormir 5 heures par nuit suffit si on s'entraîne bien. Non. S'entraîner le soir est un problème pour le sommeil. Vrai et faux, ça dépend quelle séance. Le sommeil aide plus que l'entraînement pour la récupération. Vrai, Regarder son téléphone au lit empêche vraiment de dormir. vrai, La respiration peut remplacer un somnifère naturel.
Vrai, 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 vrai. On y reviendra. Plus on court, mieux on dort automatiquement. Normalement, vrai, si on n'est pas en excès. La sieste est utile pour les coureurs. Oui et non. La respiration peut faire baisser la fréquence cardiaque. Vrai, Le mental consomme autant d'énergie que les jambes. vrai, Et visualiser une course améliore la performance réelle. vrai. Donc tu avais l'air d'être, très d'accord, sur pas très français, mais sur la respiration, peut remplacer un somnifère naturel. Tu peux nous reparler un peu de ça? C'est même pas remplacer en fait. C'est que la respiration, elle est beaucoup plus utile qu'un somnifère, parce que déjà Ouais, le ouais. somnifère naturel n'existe pas. Le somnifère, en fait, on va éteindre chimiquement, le cerveau, en fait, mais ça veut pas dire que la qualité de sommeil elle va être bonne. Voilà, le sommeil va permettre de s'endormir peut-être plus facilement. Après derrière, si on a un taux de stress, de cortisol qui est trop élevé, un déséquilibre hormonal, on n'est pas dans les bonnes situations, mais en fait le corps, ouais, le cerveau est éteint, mais le corps, en fait, il est encore actif. On va se réveiller en fin de nuit parce que dès que le somnifère va s'atténuer, et ben, en fait, on va se réveiller, on va avoir de nombreux réveils nocturnes. Donc le somnifère, en fait, c'est pas une solution en soi. Mmh. Ça peut en être une. Les seuls moments où je peux conseiller à quelqu'un d'en prendre, c'est quand je sens qu'il y a un danger physique. Quelqu'un qui est en insomnie depuis très longtemps parce qu'il y a eu un drame, familial ou autre, Mmh. que je vois qu'il commence à avoir des pensées suicidaires, que ça commence à être trop compliqué. Bon là, il y a besoin de soulager de manière instantanée et là, Ouais, pour le coup, ça peut être utile. Mais sinon, le corps humain, en fait, il a cette capacité naturelle à se régénérer, cette capacité naturelle à dormir. Il faut juste lui faire confiance et faire les choses dans le bon sens. mmh, Même la mélatonine, aujourd'hui, c'est la mode de la mélatonine. La mélatonine, pourquoi elle a été créée à la base? C'est pour, le décalage horaire. Quand on change de fuseau horaire, qu'on change de continent, bah, forcément, on est encore calé sur les horaires de la France, mmh, et là, forcément, c'est dur de trouver le sommeil. Donc là, le fait de prendre une gomme de mélatonine, ça va permettre de resécréter, au final, de redonner de la mélatonine au bon moment pour se recaler. Mais sinon, sans ça, le corps, il sait très bien faire tout seul. C'est ouais, juste qu'il faut, le mettre dans les bonnes dispositions, voilà, limiter les écrans, en tout cas les écrans bleus, suivre, le cycle circadien. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments qui permettent de le faire de manière naturelle. Les somnifères aujourd'hui, ouais, ils sont à éviter le plus possible et c'est d'ailleurs mon combat, voilà, hein. Je sais que, tout le monde n'aime pas entendre ça, mais je trouve qu'aujourd'hui les médecins, prescrivent ce type de médicaments de manière beaucoup trop systématique. ouais, Vous avez un problème de sommeil, je vous donne des somnifères. Le sommeil, il est beaucoup c'est beaucoup plus profond que ça. Des somnifères, ça règle pas le problème. Ça éteint le cerveau, encore une fois chimiquement, mais ça règle pas le problème. mmh, Quand on a les troubles du sommeil, on a besoin de rééduquer son sommeil, de réapprendre à dormir. Encore une fois, comprendre le processus, les mécanismes, les perturbateurs, c'est ça qui fait qu'on a des résultats à long terme. Les somnifères, bah, en fait, une fois qu'on en prend, si on veut continuer à bien dormir, eh ben, faut en prendre toute sa vie parce qu'en fait, on comprend pas ça nous aide pas à comprendre, en fait. ouais. Ouais, il faut vraiment, faire ce travail-là de comprendre, en fait, tous les enjeux au lieu d'avoir une solution immédiate, mais qui peut ne pas soulager vraiment le problème, quoi. Exactement, mais aujourd'hui, on est dans un monde où on veut tout, tout de suite. Je suis Ouais, fatigué, j'arrive pas à dormir, je veux un somnifère, ça marche dès le premier soir. Oui, c'est vrai, c'est sûr que moi, ce que je propose dans mes accompagnements, c'est, comment dire? C'est plus long à se mettre en place, même si les premiers bénéfices sont rapidement, mais au moins on a des résultats durables, des résultats qui fait que même 10 ans après, mmh, être passé par moi, et ben, même si on a une période difficile parce qu'on a un peu de stress, parce qu'on a des problèmes dans notre vie, qu'on dort mal, et ben, comme on a appris les processus, et ben, c'est hyper facile. Déjà, on s'en rend compte beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup plus facile de retrouver l'équilibre parce qu'on sait exactement quoi faire, parce qu'on a appris à dormir mmh. et on s'est pas fait aider, par des substances qui n'ont rien à faire dans notre corps. Pareil au niveau de la sieste, tu disais à la fois vrai et faux. Alors la sieste, en fait, c'est vrai et faux parce que quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, et qui va faire une sieste en début d'après-midi pour recaler une séance en fin de journée, et qui a pas de trouble du sommeil, il y a aucun problème, c'est hyper bénéfique. OK. Par contre, quelqu'un qui va caler une sieste alors qu'elle a déjà des problèmes de sommeil, par exemple, et ben là, ça peut être problématique. Parce que tout à l'heure, je parlais justement de pression du sommeil avec l'adénosine. Bah, faut savoir que ce qui évacue l'adénosine du corps, ce qui fait abaisser la pression du sommeil, bah, c'est le sommeil en lui-même. Mmh, Donc à chaque fois qu'on va faire une sieste, on va faire baisser le niveau de pression. Donc si on abaisse le niveau de pression, et qu'on a déjà des troubles du sommeil, ou qu'on est un petit dormeur ou qu'on est, par exemple, un chronotype, ours, on va se coucher
tôt le soir et qu'on fait une sieste à 14 heures par exemple, en fait, le soir, il y a des risques que la pression du Ouais. sommeil ne soit pas assez forte et qu'on ait du mal à trouver le sommeil. Donc la sieste, oui, si on la maîtrise et qu'on respecte, la règle des 20 minutes, mais par contre si, on a déjà du mal à dormir, je vais pas la conseiller parce que ça peut encore plus impacter, les troubles du sommeil. Alors on approche, la fin du podcast, mais avant ça, on a la séquence, de questions des abonnés. On a Mathieu qui demande: «Si quelqu'un dort mal depuis longtemps, par quoi commencer?» Par quoi commencer? Déjà, il faut commencer par comprendre pourquoi on dort mal. Parce qu'encore une fois, le sommeil, c'est inné, on en a besoin. Donc s'il dort mal depuis tant de temps, c'est forcément qu'il y a des perturbateurs. Donc est-ce que c'est parce qu'il a des mauvaises habitudes le soir? Est-ce que c'est parce qu'il est en surmenage et qu'il travaille de trop et beaucoup de stress? Est-ce que c'est parce qu'il respecte pas son chronotype? Est-ce que c'est parce qu'il mange, voilà, trop lourd et à trop à proximité, du coucher? Il y a en fait, il y a beaucoup d'éléments. Mais la première chose à faire, c'est déjà de comprendre. Déjà de comprendre, comprendre pourquoi il dort mal, qu'est-ce qui perturbe son sommeil et pourquoi il en est là. Et une fois qu'il a compris, là, éventuellement, on peut commencer à inclure des techniques comme de la respiration, comme, de la méditation, rajouter des techniques comme ça. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi il dort mal et après derrière, trouver les solutions, des nouvelles habitudes qui vont l'aider à améliorer la qualité de son sommeil. Ouais, il faut identifier le problème, avant tout. En premier, il faut comprendre. Si on comprend pas, en fait, il y a rien de durable. Ensuite, on a Pierre-Louis qui nous dit: «Comment gérer le sommeil sur une backyard avec 15 minutes de repos chaque heure?» Ça, c'est un peu plus compliqué effectivement. Après ça passe ça s'apprend, ce qu'on appelle les micro-siestes, qui peuvent durer 5 minutes. C'est justement un reset cérébral. C'est ce qui va permettre d'éteindre le cerveau pendant quelques instants, pendant quelques minutes, qui vont permettre de retrouver de la clarté mentale, et de la lucidité. Donc ça, c'est pas forcément évident à faire, mais quand on s'entraîne, voilà, on se pose sur une chaise, d'ailleurs ça se fait beaucoup en entreprise. On s'assoit sur une chaise, on laisse les bras pendre avec une paire de clés, par exemple, au niveau des doigts. On respire calmement et en fait, le cerveau, il va s'éteindre progressivement et dès qu'on arrive au sommeil, bah, naturellement, le corps se relâche, les clés Mmh. tombent, ça nous réveille et ça y est, on a fait et ça peut durer 5 minutes. Donc typiquement, sur une backyard, c'est ce que je conseille, c'est de s'entraîner à faire des micro-siestes grâce à des exercices respiratoires. Ça permet de retrouver de la clarté mentale pour le prochain tour et on peut faire ça, presque à l'infini, hein. OK, et donc 5 minutes, ça a un vrai impact déjà? Bah, alors ça remplace pas une nuit de sommeil, Bien clairement, mais sûr, par ouais. contre, ça permet de retrouver, de faire un petit reset et de retrouver un peu plus de clarté mentale et un peu plus d'attention et de concentration pour pouvoir gérer la boucle et c'est backyard, mais c'est ce que je conseille, ce que je travaille avec des trailers aussi, hein. Quelqu'un qui va faire un ultra, qui va passer 2 ou 3 nuits dehors, il faut maîtriser ce type de sieste. Les siestes flash qui vont durer 5 minutes, les siestes, un peu plus longues de 20 minutes et puis les cycles complets d'1 heure et demie qui vont permettre vraiment de repartir, à tout neuf, mais en tout cas dans les meilleures conditions. Donc ça se travaille. Les micro-siestes, les différents types de siestes, ça se travaille sur une backyard. Voilà, ce type de micro-siestes de 5 minutes, on peut mettre un peu de temps à les acquérir, mais par contre, quand on les a, ça rend beaucoup de service. OK, ouais, donc il y a un entraînement à faire là-dessus, et Ouais. tout à l'heure, on parlait du fait que, bah, courir, tard le soir, ça pouvait, bah, empêcher de dormir. Est-ce que justement tu conseilles d'avoir une allure, qui reste, quand même, pas trop intense, on va dire, histoire de pouvoir quand même, bah, réussir à dormir? Bah, c'est ça la règle en fait. C'est si on a la possibilité, après je sais aussi que c'est toujours compliqué, hein. J'ai pas mal de personnes que Oui. j'accompagne, qui travaillent toute la journée et malheureusement, avec les enfants le matin, ils ont pas d'autre possibilité que le soir de s'entraîner. Donc là, il faut s'adapter. Mais tant qu'on a le choix, oui effectivement, faut essayer de privilégier, les séances très longues, les séances à intensité plutôt, le matin ou en milieu de journée et réserver les séances du soir à de l'endurance fondamentale. Parce qu'il y a cette bousculement, on a un rythme cardiaque qui reste stable, on a moins d'impact, on a moins de déséquilibre qui se crée et du coup, ça impacte beaucoup moins le sommeil. Et c'est vrai que cette question, au final, elle me fait penser aussi, en ultra trail, un problème qui peut arriver, c'est que, parfois on a besoin de se reposer, pendant la nuit, mais que le stress et cetera, on peut ne pas dormir. Est-ce que simplement fermer les yeux 5-10 minutes, heu, ça peut vraiment nous reposer?
C'est toujours mieux que rien du tout. Alors c'est sûr que c'est toujours mieux quand on est en ultra d'arriver à fermer les yeux, à dormir pendant 20 minutes. Maintenant, si jamais on n'arrive pas à cause justement, du niveau de stress, bah, déjà le fait de s'allonger, de fermer les yeux, de faire une respiration rythmée où on se concentre sur les chiffres, on se concentre sur le rythme, on ne pense à rien. Bon déjà ça permet c'est considéré comme une micro sieste, hein. Oui, on s'endort pas vraiment, mais le fait de ralentir, de ralentir au niveau de vi d'abaisser le niveau de vigilance, de ralentir, le rythme cardiaque, ralentir le corps, c'est déjà bénéfique, hein. Après généralement en ultra quand, ça fait 24 heures qu'on est dehors et qu'on se pose, généralement, on arrive quand même à à trouver le sommeil, c'est quand Finit par même rare dormir, ouais. de pas réussir à dormir. On a plutôt tendance à lutter justement pour pas que ça dure trop longtemps. Mais en tout cas, même si ça arrive, déjà rien que le fait de se poser pendant 20 minutes, fermer les yeux, respirer calmement, une respiration la plus lente, la plus calme possible, voilà, ça permet déjà d'avoir un petit reset qui va nous servir à retrouver un peu de lucidité. Merci Damien, merci d'être passé sur le podcast. Où est-ce que les auditeurs, peuvent te retrouver? Alors je suis présent, sur Instagram, sur LinkedIn notamment. J'essaie d'être actif, même si c'est pas toujours évident. S'il y a des auditeurs qui sont sur, qui utilisent Campus, et ben, on peut me retrouver sur la communauté, Campus, sur les différents posts, les webinaires. En plus, il y a pas mal de nouvelles belles choses qui arrivent sur Campus dans les mois à venir. Donc, il y aura possibilité de me retrouver encore plus régulièrement. Mais voilà, les réseaux, ouais, Instagram et LinkedIn, on peut me trouver assez facilement. Ouais, puis sur les réseaux en plus, on peut parler du fait que tu fais un vrai travail de vulgarisation, bah, comme tu nous fais aujourd'hui. Tu expliques un petit peu les différents cas qui peuvent arriver au coureur. Bah, j'essaye de vulgariser. Là, justement, je suis en train vu que j'ai beaucoup de demandes autour du sommeil et c'est vrai que c'est tellement complexe que j'ai du mal à tout évoquer, même en séance. Mmh. Là, d'ici un mois, là, je vais sortir un programme qui va être dédié au sommeil du coureur, qui va vraiment contenir, des outils spécifiques, des séances individuelles, mais aussi une formation de pas loin de 3 heures qui va vraiment permettre de comprendre le sommeil. Comme ça, Mmh. déjà, une fois qu'on a compris le sommeil avec des vidéos courtes, très vulgarisées pour Ouais. essayer d'y retourner, voilà, déjà, on a les bonnes bases pour dire: «OK, je comprends ce qui se passe, je comprends ce qui me perturbe, je comprends ce que je peux faire. Maintenant, on va m'apprendre les techniques spécifiques». Là, derrière, il y a tout ce qu'il faut. Donc j'essaye vraiment sur les réseaux de transmettre ce message, de voilà, de dire que le sommeil, tout le monde est capable de bien dormir et que c'est primordial. C'est juste qu'il faut prendre le temps de faire les choses, avoir les bonnes informations, de comprendre et de mettre les bonnes choses en place au bon moment. Ouais, donc on doit rester connecté, en tout cas, c'est super, ce travail que tu fais, merci pour ce travail, pour les coureurs, de donner autant de valeur et de faire de la vulgarisation. Parce que c'est vrai que, quand on est, très précis dans un sujet, c'est vrai que j'imagine que ça peut être compliqué de simplifier la chose. C'est intéressant que ce soit accessible aussi pour le maximum de personnes. On n'est pas des il y a personne qui est des scientifiques, hein, déjà même aujourd'hui, j'essaie d'être le plus clair possible, mais quand on vient parler d'adénosine, de pression du sommeil, ça peut devenir un peu complexe, mais le but c'est d'arriver à employer des termes, c'est important, donc il faut employer des termes, simples, pour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde, dès qu'on se spécialise, on a l'impression qu'il faut donner des termes techniques, des termes scientifiques pour assouvir Mmh. sa notoriété et passer moi pour un expert. Voilà, en soi, moi, j'ai pas besoin de ça. En soi, moi, tout ce qui compte, c'est les résultats. Donc, encore une fois, si je veux que les personnes comprennent, toute la démarche autour du sommeil et comment l'améliorer, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit facile à retenir, il faut que ce soit facile à appliquer. Sinon, il y a pas d'intérêt, il y a pas de sens. Enfin, on a la question, traditionnelle du podcast. Si tu devais résumer la course à pied en un mot, une phrase, quelle serait-elle? Waouh, c'est dur, c'est dur. Ah oui, c'est dur. En un mot, pour moi, c'est la passion. La passion? La passion, parce que c'est la passion qui m'anime aujourd'hui, aller s'entraîner quand il fait froid dehors, au milieu de toutes mes heures de travail où ouais, je suis débordé, j'en ai de partout, la famille et cetera. Il y a que la passion qui nous pousse à aller plus loin, à nous entraîner, par tout temps, Mmh. pour tout type de distance. S'il y a pas de passion, il y a rien. Pour moi, c'est le terme qui résume le plus la course, au quotidien. Parfait. Bah, merci à tous d'avoir écouté, cet épisode. Si vous voulez suivre, Damien, vous retrouvez tous ses réseaux sociaux et ses contacts, en bio et puis, partagez cet épisode à un ami sportif à vous qui a du mal à dormir, ça peut aider et merci à tous et à bientôt.